Comment, en pleine crise économique, réinventer notre monde du travail? C'est la question qu'on se pose à 8h moins le quart. Qu'est-ce qu'il faut préserver ou supprimer dans nos façons de travailler pour sortir de la crise? N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou laissez vos commentaires sur nos réseaux Twitter et Facebook. Et vous en parlez, Benjamin Glaise, avec votre invité ce matin. Il s'appelle Pascal Lorne, il est fondateur et PDG de l'agence intérim GoJob. Et il vient de signer un essai 10 jours pour hacker le travail aux éditions Débat Public. Bonjour Pascal Lorne. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Alors, avant de parler vraiment de ce qu'il y a, de ce qu'on peut trouver dans votre ouvrage, et pas mal de choses polémiques, on le disait tout à l'heure avec Laurence. Tout d'abord, j'imagine que l'époque qu'on vit actuellement, c'est un formidable laboratoire pour vous, pour analyser la façon dont on vit le travail et dont on le perçoit, ce travail. Bien évidemment, nous sortons de 2 mois de confinement et je crois que tout un chacun, nous avons eu l'occasion de réfléchir un petit peu pendant cette période de pause sur qu'est-ce qui est en train de changer. Alors, il est évident que nous nous sommes retrouvés dans une situation dans laquelle beaucoup de monde a été confronté au télétravail, mais pas que. Il y a aussi toutes celles et ceux, les infirmières et les infirmiers évidemment, mais aussi toutes les personnes du monde de la logistique qui ont été confrontées à des nouvelles façons de travailler. Pour parler de votre ouvrage, le titre, 10 jours pour hacker le travail, il est assez intéressant. Pourquoi vous avez utilisé ce terme de hacker? Pourquoi faudrait-il, selon vous, hacker le travail? Mais écoutez, cela fait maintenant 5 ans que j'ai lancé GoJob et j'ai vu dans le monde du travail des choses qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que j'avais imaginé auparavant. Cela fait 20 ans que je suis entrepreneur dans divers pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et je suis rentré en France il y a 5 ans. J'ai redécouvert une société complètement morcelée dans laquelle la valeur travail a complètement disparu. Donc, c'est-à-dire la valeur, c'est-à-dire qu'elle a disparu. C'est-à-dire on la voit comment, on le voit comment le travail en France selon vous par rapport aux autres pays que vous avez pu visiter? La sémantique, et je pense que c'est important de parler de sémantique, la sémantique en France aujourd'hui, que ce soit à travers les RTT, et écoutez bien, RTT, récupération du temps de travail, comme s'il fallait récupérer le temps de travail qui est donc quelque chose de perdu. Non, je crois que de la même manière, lorsque Nicolas Sarkozy explique qu'il faut travailler plus pour gagner plus, il réduit le travail à la portion congrue de uniquement gagner de l'argent. Je trouve de que la rémunération est complètement dévalorisé et il est ramené uniquement au fait de gagner sa vie. C'est pas ça le travail. Le travail, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen pour toutes et tous de trouver sa place dans la société et donc de trouver une vraie dignité dans la société. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un rôle d'épanouissement d'une certaine façon et d'existence, d'identité. Absolument. Ça dépasse largement le fait de gagner de l'argent. Alors vous parlez notamment en un mot des prophètes du malheur qui sont en lien avec l'image ou la vision négative qu'on aurait du travail. Qui sont ces prophètes du malheur qui nous donneraient justement à avoir cette vision négative du fait de travailler? C'est vrai que je tape un petit peu sur le dos de ce que j'appelle les prophètes du malheur, qui sont bien souvent des personnes qui ne connaissent pas vraiment le travail et qui s'érigent en sachant. Alors, on parle bien évidemment. C'est-à-dire pour vous, c'est quoi? C'est des journalistes, des politiques qui n'ont pas les mains suffisamment dans le cambouis? Les journalistes et les hommes politiques, mais bien souvent, on s'aperçoit que dans la classe dirigeante et sachante, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément vécu dans leur trip ce que c'est que le travail. Prenez nos derniers ministres en charge du travail. Aucun d'eux n'avait vraiment un jour soit dirigé une entreprise, soit travaillé dans une entreprise. Donc on se retrouve, ce qui n'est pas le cas de Pénicaud à l'heure actuelle en tout cas. Ce n'est pas le cas de Pénicaud, effectivement, et ça commence à changer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais hacker le travail, c'est une bonne chose. Exactement, je pense. Ouais. Et vous disiez, oui, hacker le travail, du coup c'est ça, c'est-à-dire c'est de redonner une image positive, constructive finalement de cette notion de travail. Mais alors vous allez loin parce que vous dites notamment dans votre ouvrage qu'il faut notamment supprimer, abolir le CDI. Ça, j'imagine que peu de gens seraient d'accord avec vous en vous entendant là, vouloir supprimer ces contrats à durée indéterminée.
Eh bien, on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, les prophètes du malheur, malheureusement, que ce soit des hommes politiques ou des chefs de file syndicalistes, ont tendance à ramener le CDI à finalement quelque chose de très symboliquement la protection du salarié. Mais le malheur avec le CDI, c'est que cela crée une caste, puisque aujourd'hui, si on n'a pas de CDI, il est quasiment impossible d'accéder au crédit, il est absolument impossible d'acheter une maison, une voiture, ou même parfois de louer un appartement. Donc, le CDI, finalement, qui est quelque chose qui est typiquement franco-français, met dans une catégorie d'ultra privilégiés les personnes qui vont pouvoir accéder à la consommation, là où une grande partie des Français qui sont soit en intérim, soit sur des petits boulots d'auto-entrepreneurs, soit sur des CDD, finalement se retrouvent complètement délaissés d'une partie des possibilités qu'offre notre société. Donc en fait, le CDI, là où il devrait avoir un statut protecteur, finalement, il ne fait que renforcer une caste. Et comme il y a de moins en moins de postes en CDI qui s'ouvrent, finalement, ça devient complètement absurde. Vous prenez beaucoup de pays, enfin la grande majorité des pays, pas que anglo-saxons d'ailleurs, la notion de CDI n'existe pas. C'est un contrat qui peut démarrer, s'arrêter lorsque l'employeur et ou le salarié le veulent. Et du coup, il n'y a plus ces problèmes d'accès bancaire. Donc le CDI, pour moi, met les gens dans un espèce de cocon qui rend... C'est pas qu'une question de flexibilité, si vous voulez. C'est aussi une question de créer une caste, en fait. Et d'approche du travail aussi, on l'aura compris. Mais alors, le problème, vous les avez donnés justement ces problèmes-là, c'est quand on n'a pas de CDI, c'est difficile notamment d'emprunter de l'argent à sa banque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on supprime les CDI, sauf que là-dessus, les banques ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain. S'il n'y a plus de CDI, les banques devront bien continuer à prêter et elles se rendront compte. C'est-à-dire que même ceux qui sont actuellement en CDI, l'idée c'est d'abolir le CDI pour tout le monde, les nouvelles embauches, mais aussi ceux qui le sont actuellement, c'est-à-dire, c'est ça? Oui, je pense que si nous voulions avoir une approche assez radicale, il faudrait aller jusqu'à complètement abolir le CDI et avoir un seul contrat unique qui sera un contrat dans lequel il y a une relation employeur-employé qui est régie par un contrat dans lequel, bien évidemment, il continuerait à y avoir tout ce qui existe, c'est-à-dire une garantie contre l'arrêt du contrat, donc ça s'appelle la garantie chômage, et puis la cotisation obligatoire à toutes les charges sociales qui permettent, et on le voit bien en temps de crise comme aujourd'hui, de pouvoir soutenir de manière solidaire l'ensemble des travailleurs. Et à ce titre, je rebondis d'ailleurs, puisque on parle d'un contrat unique, mais je pense que le contrat d'auto-entrepreneuriat est un contrat qui aujourd'hui, certes, est une bonne chose pour les personnes qui ont un travail, genre par exemple les graphistes, les développeurs informatiques, qui peuvent avoir un certain niveau de revenus et donc assurer leurs éventuelles retraites ou périodes chômées. Mais lorsqu'on parle de personnes qui ont des petits boulots, comme par exemple chauffeur de taxi pour des voituristes ou qui sont sur des vélos pour livrer des plats, là, si vous voulez, on pousse à devenir auto-entrepreneur avec un espèce de contrat dans lequel on parle même... C'est l'ubérisation de la société où vous êtes assez critique là-dessus aussi. Mais bien sûr, parce qu'on se retrouve finalement avec une situation dans laquelle on remet à l'ordre du jour ce qu'on avait enfin défini, réussi à bannir, qu'est le tâcheronnage. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une sous-classe. Alors, la classe extrême, les plus nantis seraient le CDI. Après, il y a le nouveau prolétaire. Alors, il y a la sous-classe, il y a ces sous-travailleurs qui, eux, ne cotisent pas et sont soumis aux aléas de la vie quotidienne. Donc, je pense que... Laurence avait juste une question, justement, voulait rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Oui, Pascal Lorne, avec pas mal de questions forcément et de commentaires sur nos comptes que Twitter et Facebook, vous en doutez bien. Alors, beaucoup vous disent oui, c'est bien gentil de parler de dignité, de plaisir au travail, mais bon, ça c'est pas suffisant et ça reste des jolis mots. On est en période post-crise, beaucoup de gens ont fait don entre guillemets et sont allés au front du travail, les personnels de santé, les enseignants qui pour certains sont en CDI dans cette fameuse caste comme vous dites, et c'est loin d'être des privilégiés, et eux ils demandent une revalorisation de leur salaire, parce que ça passe aussi par ça, la revalorisation des carrières, ça passe aussi par une revalorisation des salaires, sachant que ce sont quand même des gens en CDI dans le personnel de santé qui sont les moins bien payés en Europe.
Oui, je suis parfaitement d'accord et je crois qu'il ne faut pas mélanger la notion de CDI et la notion de juste rémunération. Il y a en France, et cela fait partie d'une des parties de mon livre, dans lequel je pense que pour valoriser le travail, il faut aussi qu'il y ait derrière un salaire qui soit valorisant. Et là, vous tenez à juste titre vous relatez à juste titre les personnels de santé, mais il y a également les enseignants qui, en France, aujourd'hui, sont totalement dévalorisés. Et, les agriculteurs. Et ça passe par le salaire aussi, pardon. Hein. Exactement. Ouais. Donc au-delà de la question de savoir s'il faut maintenir ou pas le CDI, je pense que la valorisation du travail est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, une fois que j'ai dit cela, il y a le travail salarié, mais il n'y a pas que le travail salarié. Il y a beaucoup également de travail, que ce soit de manière bénévole. Il y a d'autres façons de valoriser le travail. Ce que j'essaye de revenir sur cette sémantique, sur quoi j'essaie de revenir, c'est d'expliquer que le travail ne doit pas être réduit à sa portion congrue, comme je disais tout à l'heure, uniquement un travail en échange d'un salaire. Il y a beaucoup d'autres façons de rendre une dignité aux personnes qui travaillent, que ce soit sur un engagement social, sur un engagement associatif. Et donc, alors faut-il travailler plus pour gagner plus ou pas? C'est la fameuse question aussi. Mais c'est ce que je disais Vous tout à répondez l'heure, quoi à cette question-là? On l'a plus ou moins entendu, c'est-à-dire que c'est oui. Ah non, pas du tout. Au contraire, moi, ce que je pense, c'est que, et n'allez pas me faire dire que j'ai dit travailler plus pour gagner moins. Je suis juste en train de dire que je n'ai pas dit ça. L'engagement que l'on a dans son travail ne doit pas être forcément là, on vous entend plus trop. Alors, on a des petits soucis. Alors, Pascal, là, on a des petits soucis de connexion avec vous. Mais je crois qu'on a bien compris les messages. Je crois qu'on vous a perdu, Pascal. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Vous titillez, mais forcément, parce que c'est vrai que c'est un sujet très polémique en soi et pour le coup très intéressant aussi. En tout cas, on rappelle votre ouvrage 10 jours pour hacker le travail, donc à trouver à partir de cette semaine, fin de semaine, dans les librairies. Voilà, et puis à 8h10, on évoquera un autre sujet très controversé. Quelle garantie pour nos données personnelles avec l'application Stop Covid, comme vous le savez, qui sera téléchargeable dès demain midi. On en parlera avec Mathieu Quignou, avocat en droit numérique, à 8h15. L'édito politique de Thierry Garrier, qui va nous parler du second tour des municipales, qui ne semble pas franchement passionner les foules, et bien sûr un peu d'humour avec Sarah Cadour et ses canulars téléphoniques à 8h20. Allez, à tout de suite, on revient dans quelques instants.